Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Sébastien Auger qui vient nous parler d'un groupe de soutien pour intervenants en santé mentale. Plus tard à l'émission, je recevrai Kathleen Dugas qui est porte-parole de la semaine Visage pour la santé mentale. Au bloc Espresso et à l'Espresso allongé, Pierre nous propose le perfectionnisme. Tout ça donc dans la prochaine heure de Folie douce. On commence d'abord en chanson avec Une vieille taupe de Julien Sago. Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez l'émission Folie douce, qui vous informe sur la santé mentale depuis plus de 20 ans. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est Sébastien Auger. Bonjour, Monsieur Auger, bienvenue à l'émission Folie douce. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va très bien, vous-même. On vous parle à distance. En fait, expliquez-nous donc de quelle région vous êtes un intervenant en fait social spécialisé en santé mentale. Dans quelle région du Québec? Présentement, je suis au centre du Québec, plus précisément à Bécancour. Je travaille à la Chrysalide, qui est une maison d'hébergement communautaire en santé mentale. On est à 10 minutes sur la rive sud de Trois-Rivières. D'accord. Et on vous invite aujourd'hui pour parler d'un projet pilote que vous avez démarré, en fait, qui est un groupe de soutien pour aider les intervenants en santé mentale qui eux-mêmes rencontrent des problématiques. Donc, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de ce projet-là, puis comment c'est né finalement l'idée de pouvoir tenter de faire cette expérience-là. Oui, très bien.
La Chrysalide fait partie d'un regroupement qui s'appelle le Regroupement des organismes de base santé mentale Maurice-Centre du Québec, qui regroupe 33 groupes communautaires. Puis, souvent, on a des programmes de formation à travers ce regroupement-là. C'est souvent des formations ciblées sur des problématiques précises. Puis, à un moment donné, on se posait la question, puis on se disait... Et si les intervenants avaient aussi d'autres genres de besoins que juste au niveau du savoir, au niveau de la connaissance. On a parlé aussi au niveau des compétences qu'il faut avoir. Là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de parler davantage des intervenants eux-mêmes que des gens qu'on essaie d'aider. Donc, on a essayé d'établir un programme de développement des compétences affectives, interactives, réflexives. Mais encore là, c'était de la formation un peu plus théorique. Mais ce que les gens nous disaient beaucoup, c'est « Moi, j'ai pas beaucoup de support. Mon organisme est tout petit. Souvent, mon superviseur, c'est mon patron. Mon patron, je veux bien paraître. Mon superviseur, il faut que je lui parle de mes réelles difficultés. Je suis un peu isolé cliniquement. Des fois, ma propre santé mentale va pas très bien. Je travaille des fois avec des hauts niveaux de détresse autour de moi, avec très peu de ressources. On sait comment les groupes communautaires sont souvent sous-financés. On nous demande souvent de faire des miracles avec pas grand-chose. Souvent, on est bien créatif, mais il y a toujours bien une limite. Oui, c'est vrai. Donc, on en est venu à... il existe des groupes de soutien pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Ici, on pouvait comme créer un projet pour les intervenants eux-mêmes au niveau de la prévention de l'épuisement professionnel puis de l'usure de compassion. Puis le thème accroche l'intérêt, puisque c'est nouveau, les gens attendent de voir comme quelle forme que ça va prendre. C'est souvent le bouche à oreille. C'est sûr que il va falloir créer un climat de confiance autour de ce projet-là, parce que les intervenants, puis tous les aidants, c'est les personnes qui arrivent le plus difficilement à demander de l'aide eux-mêmes. On connaît la détresse psychologique des médecins, des psychiatres, des policiers, des infirmières. On n'est pas habitué, on peut dire un peu les cordonniers mal chaussés, on ne demande pas beaucoup d'aide. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai ce que vous dites, parce que même les intervenants, que vous parlez des policiers, des ambulanciers, les gens qui sont souvent dans des états d'urgence, là, en fait, ont aussi des problématiques. Mais dans le cas de la santé mentale, effectivement, les moyens étant souvent moins là dans les ressources, ces gens-là sont comme laissés à eux-mêmes, puis c'est assez problématique. À votre connaissance, est-ce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui souffrent eux-mêmes, là, qui doivent, par exemple, s'absenter du travail pour des causes de santé mentale? Je crois que oui. Puis d'ailleurs, quand vient le temps de magasiner des assurances collectives, on se fait dire assez rapidement qu'on est des groupes plus sensibles ou plus fragiles, ou des fois des groupes à risque. On nous parle de dépression, de risque d'épuisement. Les intervenants communautaires... Quand on arrive chez nous après une dure journée de travail émotionnel puis de communication, on a souvent le goût de plus s'isoler. On a moins le goût de bouger. On développe un peu plus que la moyenne des gens différents types de problèmes de santé, même, je dirais, physiques. Puis aussi, il y a, comme je vous disais tantôt, il y a une espèce de... Moi, quand que j'ai entendu plusieurs personnes me parler, puis j'ai travaillé dans la souffrance, c'est sûr que quand j'arrive chez moi, je suis pas nécessairement le gars le plus jasant en ville. Ouais. Puis, on a tendance à s'isoler. Puis, l'intervenant qui éprouve une détresse psychologique à son travail, il va développer un sentiment de honte. Comme si ça devient difficile de reconnaître parfois chez soi des symptômes qu'on voit chez les gens qu'on essaie d'aider. Des fois, c'est crise de panique. Des fois, ça peut aller même jusqu'à des idées suicidaires, des problèmes de dépendance, de consommation d'alcool un peu abusive, des fois pour justement décompresser. Il y a la honte qui est là. Puis, de divulguer à ses collègues de travail que avec madame, là, je sais plus quoi faire. Je me sens impuissant, je me sens dépassé. C'est des collègues de travail.
c'est pas trop évident d'ouvrir à ça en milieu de travail, encore moins à un superviseur qui se retrouve à être son employeur. Les gens ont tendance à dissimuler ça, à garder ça longtemps. Puis tranquillement, ce que ça fait, c'est que soit que l'intervenant, il décroche, puis là, ben, il se trouve un emploi ailleurs. C'est une manière un petit peu de fuir ce qui est là, d'éviter un peu de voir sa propre détresse. Ça paraît pas. C'est un sujet plutôt tabou même, je dirais. Oui, c'est ça, parce qu'on se dit souvent les gens qui interviennent devraient être plus forts, connaissent le milieu, savent à quoi s'en tenir, mais souvent, même les gens qui sont sensibilisés à la santé mentale ne sont pas immunisés contre des problématiques éventuelles. Oui. Puis souvent, les intervenants et psychologues et autres aidants de ce monde, dans leur histoire de vie, ce qu'on voit souvent, c'est que c'est des gens qui ont appris très, très, très tôt à être des éponges aux besoins des gens qui les entourent, à ressentir les autres, à deviner les besoins, puis à répondre. Parfois, des fois, c'est des inversions de rôle carrément, où est-ce que l'enfant devient le parent de son propre parent. Des fois, il se sert déjà de béquille très, très tôt. Fait que on devient pas intervenant, je pense. On nous donne ce mandat-là très, très tôt. Donc, ça fait en sorte qu'on est vulnérable à perdre de vue nos limites. Puis quand un intervenant perd ses limites, ben il peut en venir à subir un stress prolongé, se mettre plus à risque dans des situations de dangerosité, vivre des traumatismes psychologiques, voire même parfois être moins prudent, vivre d'autres types de complications à l'intérieur de son travail. C'est pas nécessairement évident, mais c'est à partir du moment où est-ce qu'on n'est plus en contact avec soi-même, qu'on perd de sens nos besoins, nos limites, puis que là, on devient comme totalement absorbé par l'urgence, puis la détresse qui nous entoure. Ça prend souvent un regard extérieur qui nous dit « T'es rendu trop loin. Toi, ta limite, elle est où? Comment tu peux te positionner? Comment tu peux t'affirmer? L'impuissance, c'est normal de la vivre. T'as pas à répondre à toutes ces questions-là, à répondre à tous les besoins. » Bref, quand on est dedans, on peut difficilement le désamorcer soi-même. D'où l'idée d'un groupe de soutien. Ouais. Où est-ce que entre nous, intervenants, on se voit aller entre nous et ça se pourrait qu'on puisse à la fois se remettre entre guillemets notre propre réalité en pleine face, faire des prises de conscience, puis aussi se pister un peu entre nous. Ouais. Puis sous le couvert, effectivement, c'est sûr qu'il va falloir un cadre éthique au niveau de la confidentialité, aucun nom de personne, parce que sinon ça peut devenir extrêmement négatif, puis absolument pas éthique là de parler de nom en tant que tel. Mais on s'intéresse pas aux gens qu'on essaie d'aider, on s'intéresse vraiment à l'expérience de l'intervenant dans son rôle d'aidant. Ouais. Puis ça, à ce que je sache, ça n'existe pas au Québec. Il existe des formations sur l'épuisement professionnel, mais il n'existe pas de groupe expérientiel sur ça, qui permettent un soutien réel. Oui. Est-ce que, M. Auger, est-ce que dans le monde, on s'inspire, des fois les gens s'inspirent de nous, des fois on s'inspire d'autres personnes? Est-ce qu'à votre connaissance, il y a ce genre de service-là ailleurs dans le monde au niveau de la santé mentale? J'imagine que ça doit exister, mais j'ai pas pris le temps de faire une recherche quelconque sur les les types de soutien qui sont offerts aux intervenants dans le monde. En fait, puis ça c'est pas mal un réflexe, je pense, d'intervenants communautaires, c'est de partir des besoins nommés. C'est de partir de la base, au lieu de m'inspirer c'est sûr que j'aurais pu, puis probablement qu'il existe quelque chose, là. Mais en fait, moi, je fais de la supervision clinique, je fais du soutien de certaines équipes de travail, puis c'est à force d'écouter ces gens-là que je me suis dit, la solution n'est pas nécessairement dans le truc. Parce que les gens qui sont épuisés, les gens impuissants, ils demandent des trucs. Là, je vais ouvrir une caricature, là, c'est loin d'être complètement comme ça, mais par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec un schizophrène? Qu'est-ce qu'on fait avec une femme dépressive? Qu'est-ce qu'on fait avec un alcoolique? La réalité est beaucoup plus complexe que ça. Puis les gens s'attendent à des trucs, à des genres de méthodes de calcul, de repartir avec une prescription de méthode d'intervention, une technique parfaite qui va finir par marcher.
ça fonctionne jamais. On a beau pondre des guides, ça donne des bonnes idées, mais il n'y a rien Mais donc je pense que Il faut c'est ça. Non, je dis, il faut être là, c'est ça, votre idée de groupe de soutien, parce que c'est, sans avoir un livre de recettes, c'est plutôt d'être là, d'être présent, que les intervenants sachent que s'il y a un problème, ils peuvent appeler en toute confidentialité, puis discuter de leur problème, puis évacuer un peu ce que ça cause comme problématique, là. Oui. La principale difficulté des intervenants, c'est que parfois, ils ont de la difficulté à donner un sens à la souffrance qu'ils vivent eux-mêmes, à l'aide qu'ils tentent d'apporter, puis à la détresse de l'autre. On a des fois à intervenir dans des situations ou avec des personnes dont l'histoire de vie, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Puis, au lieu d'être dans la recherche un peu de la technique, la solution miracle, je pense qu'il faut s'arrêter à qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, quel genre de sens que je peux construire à ça dans mon histoire, quel genre de dialogue je peux créer avec la personne pour pouvoir essayer de créer quelque chose de nouveau, une zone de confort. D'ailleurs, ce que j'ai écrit un peu dans la pub du projet, c'est je cite un certain monsieur Lecomte qui travaille dans une université à Montréal, qui est professeur. Il dit l'enjeu fondamental consiste peut-être à se demander comment vivre et accompagner la détresse de l'autre dans la complexité et l'incertitude de façon tolérable. C'est de M. Conrad Lecomte dans une publication de 2009. Je trouvais ça, justement, si j'avais à résumer l'essence du projet, ce serait vraiment de cette manière-là. Oui, c'est très bien dit, effectivement. Je vous remercie beaucoup, M. Auger, d'avoir pris part à notre émission Folie douce. J'espère que le projet va déboucher et va justement progresser rondement. Ce serait intéressant peut-être de s'en parler dans quelques temps, justement, pour... je trouve que c'est une bonne initiative, en fait, une belle initiative qui aiderait grandement les gens du milieu. Donc, je vous souhaite une bonne continuité avec ce projet-là. C'est très intéressant. Merci beaucoup de votre intérêt. Merci beaucoup. Bonne journée. À la prochaine. Bonne journée. Et bonne poursuite. Merci. Merci. Sur une montagne dans un pays lointain vivait une belle aux longs cheveux châtains. Puis un beau jour dans ce pays lointain, un troubadour, une guitare à la main, est arrivé en chantant ce refrain, Quand il y aura plus de soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus t'aimer. Sur la montagne un jour il est allé, devinez donc ce qu'il a pu trouver. La belle châtaigne assise sur un rocher, il a voulu tout de suite l'épouser. Et d'une voix douce, il se mit à chanter, Quand il y aura plus de soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus t'aimer. Et le jour même dans une petite chapelle, il a promis à la terre et au ciel de ne jamais quitter sa belle. Et quand ils sont sortis de la chapelle, l'orgue entonnait ce refrain éternel. Quand il y aura plus de soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus
se presse de la pluie et du vent. Je viens, ma belle, pour t'offrir ce chant. Daigne l'accueillir comme d'un amant. Toi, tu seras la rose de mon printemps. Et nous chanterons en tout lieu, en tout temps, en tout temps. Quand il y aura plus de soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus t'aimer. Quand il y aura plus de soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus t'aimer. Quand il y aura plus de soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus t'aimer. Ti amo. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors Pierre, le perfectionnisme aujourd'hui. Le perfectionnisme, oui. Faut que tu sois parfait là, dans ton bloc. Oui, je vais essayer de mon mieux. Oui, le perfectionnisme, pourquoi? Ben, le perfectionnisme, c'est ce qui nous pousse souvent à accomplir de grandes choses ou de belles choses, mais ça peut devenir un boulet aussi. Ouais. Quand C'est une obsession. ça peut devenir une obsession, Ouais. puis on n'est jamais capable, au fond, d'atteindre... Ou qu'on est trop dur avec soi-même. C'est ça, on devient trop dur avec soi-même, puis finalement, aussi, des fois, ça finit qu'on ne fait plus rien, parce qu'on sait qu'on n'atteindra jamais la perfection. Ouais. Donc, c'est un couteau à deux tranchants. Mais je vais commencer par vous donner la définition du perfectionnisme qu'on retrouve, non pas dans le Larousse, mais sur Wikipédia. Alors, le perfectionnisme en psychologie consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte sous sa forme extrême, voire pathologique, maladive. Le perfectionniste considère toute imperfection comme inacceptable. L'aspect positif maintenant du perfectionnisme, selon Wikipédia, le perfectionnisme peut pousser les gens à de grandes réalisations et fournir la motivation qui permet de persévérer face au découragement et aux obstacles. Les aspects négatifs. Le bon côté du perfectionnisme, on n'appelle pas ça de la rigueur. C'est pas exactement Tu la peux même le voir chose. comme ça, la C'est rigueur. un peu c'est ça, c'est une qualité, un Peut-être, défaut. Ça ouais. dépend comment on le prend. Hein. Le perfectionnisme, je pense que ça vise plus haut encore. Ouais. Donc, ça serait plus que de la rigueur. Les aspects négatifs du perfectionnisme, ça serait dans sa forme pathologique, c'est-à-dire maladive, le perfectionnisme peut s'avérer très dommageable. Il peut prendre la forme de la procrastination quand il sert à reporter les tâches continuellement à plus tard. Maintenant, selon un article que j'ai trouvé sur Internet, sur le site Québec Huffington Post, c'est un article écrit par Mme Caroline Grégoire, qui est journaliste. Elle nous donne 14 signes que notre perfectionnisme va trop loin. Un premier signe, c'est que vous avez toujours eu la volonté de plaire. Ce que je ne vois pas nécessairement comme un handicap, mais elle nous dit que le perfectionnisme prend généralement ses racines dans l'enfance. Très jeune, on nous dit d'aller décrocher la lune. Parents et enseignants encouragent leur enfant à être performant et récompensent le travail bien fait, ce qui est normal d'après moi. Et elle nous dit, et parfois, les parents punissent pour ne pas avoir atteint les objectifs visés. Les perfectionnistes apprennent très tôt à vivre selon la maxime « Je réussis, donc je suis ». Et rien ne les motive plus que d'impressionner les autres ou eux-mêmes avec leur performance. Malheureusement, la course aux bonnes notes à l'école ou au travail peut mener à une vie de frustration et de doute. Un deuxième signe que votre perfectionnisme va trop loin, vous savez que votre désir de perfection vous fait du mal,
mais vous considérez que c'est le prix du succès. Le perfectionniste typique est prêt à prendre des mesures inconsidérées et souvent malsaines pour éviter d'être dans la moyenne ou la médiocrité et accepte le fait que la poursuite de l'excellence implique des souffrances. Ça, c'est un peu masochiste, un peu dans Oui, le sens c'est vrai. de trop se faire mal pour réussir. On dit dans l'article que le perfectionniste est conscient que ses objectifs sont stressants et irraisonnables, mais il pense qu'ils le font parvenir à des niveaux d'excellence. Un troisième point que votre perfectionnisme va trop loin, c'est que vous êtes un grand procrastinateur. La grande ironie du perfectionnisme est que même s'il est guidé par la volonté de réussir, il peut justement être un frein au succès. Mm-hmm. Il n'est pas meilleur élément de motivation. Et les comportements d'autoflagellation tels que justement la procrastination. Une quatrième façon de dire que vous êtes ou devoir de vérifier que vous êtes trop perfectionniste, c'est que vous êtes très critique, mais aussi envers les autres. Juger les autres est un mécanisme de défense bien connu. On rejette sur les autres nos propres travers. Une cinquième façon de voir qu'on est trop perfectionniste, c'est que c'est toujours tout ou rien. Nombreux sont les perfectionnistes à passer d'un extrême à l'autre. Un succès à un moment, un échec la seconde d'après et tout est à refaire à l'extrême. Si vous êtes vous-même un perfectionniste, vous vous lancez probablement dans un nouveau projet seulement si vous savez que vous avez de fortes chances de succès. Une sixième façon de voir que vous êtes trop perfectionniste, vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. L'auteur et chercheur Brené Brown a surnommé le perfectionnisme un bouclier de 20 tonnes que l'on transporte partout pour se protéger d'éventuelles blessures. Et une septième façon de savoir quand vous êtes trop perfectionniste, vous savez que ce qui est fait, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est-à-dire qu'il s'agisse de brûler des cookies ou d'avoir 5 minutes de retard, les perfectionnistes ont tendance à être obsédés par les petites erreurs. Quand on est obsédé par l'échec et motivé par le désir de l'éviter à tout prix, même la plus petite erreur peut être vue comme un signe d'échec personnel. C'est intéressant. Et je reviendrai tantôt avec cette autre façon de déceler un perfectionniste en vous. Ben, c'est excellent. On va effectivement continuer ça dans le prochain bloc Espresso allongé plus tard à l'émission. On peut être nous-mêmes légèrement perfectionnistes en radio, alors on y reviendra peut-être dans le prochain bloc. Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre invitée est Kathleen Dugas, porte-parole de la semaine Visage pour la santé mentale. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le perfectionnisme. Nous vous ferons aussi entendre les chansons Femme invisible de Clément Jacques et Tu es de Éric Bélanger. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web
antenne.qc.ca. J'accueille maintenant à l'émission Kathleen Dugas. Bonjour Kathleen. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie Douce. Merci. Vous êtes porte-parole de la semaine Visage pour la santé mentale. C'est une initiative de l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. Oui. On va apprendre à mieux connaître c'est quoi cette initiative, mais j'aimerais peut-être situer qui vous êtes et pourquoi vous êtes arrivé à être porte-parole justement cette année pour l'Alliance. Donc, situez-nous un petit peu le parcours là. Bien, mon implication au niveau de la santé mentale, puis pour éventuellement être porte-parole, a commencé de manière très personnelle parce que j'ai reçu, moi, un diagnostic de bipolarité. Oui. Et puis, avec mon diagnostic, c'est sûr que les premiers temps, j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter ce diagnostic-là, beaucoup de cheminement pour arriver à accepter les médicaments, à accepter tout ce qui vient avec cette maladie-là, cette maladie mentale-là. Et une façon pour moi d'accepter, puis si vous voulez, à un moment donné, de faire comprendre cette maladie-là aux autres, d'abord à mes proches, parce que la maladie mentale est très, très peu connue, donc même mes proches en connaissaient peu, puis certains ne voulaient pas nécessairement en connaître non plus. Avaient des préjugés. Il y avait beaucoup de préjugés sur la maladie mentale. Donc, quand un proche est touché directement, je pense que ça vient nous chercher personnellement. Mais ça m'a aidé à comprendre que la maladie mentale était très incomprise. Donc, pour moi, étant donné que j'ai une personnalité qui est assez extravertie, qui a toujours aimé être impliquée dans des causes, c'était une façon, premièrement, pour moi, de me valoriser dans la maladie mentale et d'être capable de dire aux gens, avoir une maladie mentale, c'est correct. On est capable de vivre avec une maladie mentale et d'être pleinement citoyen avec une maladie mentale. Est-ce que le diagnostic date de longtemps? Vous semblez très bien. Le diagnostic date d'environ 5 ans. Et c'est sûr que j'ai vécu longtemps avec la maladie. On a déterminé, le psychiatre et moi, que la première dépression que j'ai eue, j'avais 14 ans. Donc, de l'âge de 14 ans à 37-38 ans, j'ai vécu avec les hauts et les bas de cette bipolarité-là, sans diagnostic et sans aide. Et c'est vraiment le bas fond, comme on peut dire, qui m'a amené éventuellement à accepter le diagnostic et à aller de l'avant avec les soins requis pour bien gérer cette maladie-là. Donc, c'était peut-être pas assez clair qu'il y avait un diagnostic. À l'époque, là, vous aviez des difficultés, mais c'était pas si clair que ça, que c'était une problématique de santé mentale qui était déjà là. Exactement. Je pense que c'est une des difficultés de la santé mentale, c'est d'établir un bon diagnostic. On sait qu'une personne sur 5 souffre de maladie mentale, mais que le 2/3 sont sans diagnostic. Parce que, pour moi, j'étais toujours capable d'expliquer les dépressions parce qu'il faut comprendre que la bipolarité, c'est des dépressions et des manies, soit des périodes d'euphorie, etc. Donc, j'étais capable d'expliquer les dépressions, mais les manies, c'était difficile à comprendre. Tout ce que je savais, c'est que j'étais de bonne humeur, ça allait bien au travail, j'aimais ça avoir des amis à la maison, etc. Il y a beaucoup de symptômes, mais de dire que c'était une maladie mentale, ça a pris beaucoup de temps, effectivement. Et la bipolarité, on le sait, c'est des périodes qui sont justement euphoriques, tout va bien, on est dynamique, tout ça, puis d'autres périodes où c'est complètement le contraire. Là. C'est ça. Et moi, c'est une des périodes de dépression. J'ai fait une dépression majeure sévère qui m'a amené éventuellement à considérer même le suicide. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, là, j'ai besoin d'aide parce que je veux pas mourir. Je veux arrêter de souffrir. Mais je veux pas mourir. C'est ça. Et vous êtes porte-parole pour une année, je pense. C'est une année au complet. Hein? Vous êtes l'actuelle porte-parole de l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et santé mentale. Il y a d'autres collègues aussi à travers le Canada. Vous êtes la représentante d'ici au Québec. Il y a une seule personne, je pense, du Québec. Au Québec, oui, il y a une seule personne. Il y a 5 visages au total. Mais au Québec, il y a une représentante. Dans ce cas-ci, cette année, c'est moi. Oui. Et au départ, c'est pour justement dans le cadre de la semaine, donc qui est en octobre, en octobre dernier, mais le travail de démystification, d'information se poursuit. Donc, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire être porte-parole pendant une année en termes d'action ou d'activité? Bien, c'est sûr qu'en termes d'action, c'est de participer au plus d'événements possibles pour démystifier, comme vous le disiez, la maladie mentale. Je pense que c'est un des
une des solutions premières, c'est de démystifier cette maladie-là et d'expliquer aux gens que c'est pas de la déficience intellectuelle, c'est une maladie au même titre que le diabète ou quoi que ce soit. Donc, oui, ce sont le plus d'activités possibles pour démystifier, pour en parler le plus possible aussi, comme on le fait ensemble aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'était quelque chose de nouveau de rencontrer des gens d'ailleurs au Canada qui ont eux aussi des problématiques de santé mentale? On sait que des fois, de vivre dans un endroit, c'est peut-être vécu différemment ou la perception est différente. Est-ce que vous avez appris quelque chose à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui vous ont surprise à ce niveau-là? Bien, étonnamment, je pense que la maladie mentale est pareille, peu importe on est où dans le Canada. La façon de le vivre, la façon de l'accepter est similaire. Les services aussi, j'imagine, ça se ressemble. Là, les services se ressemblent aussi, oui. Ouais. Il y a peut-être un petit peu plus étant donné que la facette anglophone, où il y a plus de ressources parce qu'une personne anglophone peut aller chercher des ressources à travers le Canada, surtout sur Internet et des choses comme ça. Et ailleurs, aux États-Unis même. Exactement. Hein, c'est sûr qu'au Québec, on a de très, très bonnes ressources pour aller chercher de l'information. Mais c'est peut-être l'avantage que je pourrais voir. Là. Mais pour le reste, là, pour la façon de vivre sa maladie mentale, peu importe c'est où, ça ne discrimine pas la maladie mentale. Oui. Et comment on se rétablit ou comment on peut maintenir une vie? Parce qu'on est toujours fragile, en fait. J'imagine que vous l'êtes consciente, puis la plupart des gens qui viennent à notre micro sont conscients que ils peuvent rechuter. Ils ont une certaine fragilité, peut-être plus, mais en même temps, ils ont peut-être une meilleure connaissance qui fait qu'ils peuvent prévenir plus. Alors comment on fait pour se rétablir et maintenir justement une bonne santé mentale? C'est sûr que la maladie mentale, c'est une maladie qu'on a pour le restant de notre vie. C'est une maladie chronique. Et premièrement, il faut prendre conscience qu'on a cette maladie-là et accepter qu'on doit faire des choix. Il y a la santé mentale qui est importante, hein, le stress, le sommeil, l'hygiène de vie, ce qu'on consomme, ce qu'on fait, l'exercice et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choix qu'on doit faire. On doit laisser de côté certains choix. Moi, j'ai une routine quotidienne que je respecte parce que je sais que si je respecte pas cette routine-là, je peux être à risque de faire des rechutes. Donc, la routine dans le sens d'être organisé, de suivre un horaire, de pas trop se surmener, justement, de penser à soi, s'écouter, c'est ça? S'écouter, penser à soi, prendre les médications, très important, de manière régulière. Mais s'écouter parce que le stress, c'est tant pour les personnes qui souffrent d'une maladie mentale que pour les gens qui sont en santé mentale, si vous voulez. Le stress, il faut faire très attention à ça. Et la problématique, souvent, ça arrive à des gens, justement, une dépression majeure et tout, et parce que les gens se sont pas écoutés. Souvent, ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Il y a des fois, il y a des choses qui prédéterminent, mais disons qui vont comme prédisposer, je voulais dire, à développer une problématique de santé mentale. Mais il y a des gens aussi qui n'ont pas fait attention à eux, puis mais en même temps, c'est facile à dire, comme ça on se parle, puis on est conscient de ça, mais il y a beaucoup de gens qui pensent même pas 2 secondes à ça, jusqu'à temps que ça frappe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, même la population en général, c'est un peu ça aussi votre rôle, c'est de démystifier pour prévenir les problématiques, c'est pas juste d'aider ceux qui en ont eu. Là. C'est ça. Bien, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, je leur dirais de faire attention à leur santé mentale. Et comment faire attention? C'est vraiment de s'écouter, comme vous le disiez, de prendre soin de soi, de prendre des moments dans la journée juste pour soi, pour une activité qui nous est chère, pour une activité qui nous détend, de faire attention à son sommeil, ensuite de faire attention à l'alimentation et au travail aussi. Le travail, c'est important, c'est avec ça qu'on gagne notre vie, mais il faut quand même penser qu'on a la conciliation travail-famille à réfléchir à mettre en place aussi. Et le travail aussi, c'est ça, on gagne notre vie avec ça, mais des fois, ça
ça doit pas, j'ai l'impression, être notre seule et unique raison de vivre. Parce que le travail, si on perd notre travail, ben là, ça cause un peu de gros problèmes aussi. Il faut vivre. On ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est comme un outil qui nous aide à s'accomplir, mais c'est un gagne-pain. Il faut réussir à s'accomplir ailleurs. Et avez-vous réussi à bien vous réintégrer justement sur le marché du travail? J'imagine pendant une période où quand on vit des moments difficiles en santé mentale, on n'est plus vraiment présent. Donc, est-ce que ça a été bien pour... est-ce que vous êtes toujours dans le même domaine d'emploi ou vous avez dû changer? Ben moi, les dépressions sévères, j'ai eu 2 moments où j'ai dû être en arrêt de travail et puis malheureusement, je ne suis pas retournée chez l'employeur où j'étais en arrêt de travail par peur du jugement, par peur qu'on me recommande plus comme on le faisait avant, qu'on ne me donne pas des dossiers importants comme on le faisait avant. Donc ça, parce qu'à ce moment-là, les entreprises non plus n'ont pas nécessairement les outils en place, les politiques en place pour bien accueillir une personne qui a été en absence pour maladie mentale. Mais je me suis effectivement... j'ai continué mon travail. Maintenant, je travaille à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et puis, comme je vous le disais tantôt, je suis pleinement citoyenne. Donc, notamment, est-ce que vous étiez dans un domaine très différent? Il y a des domaines qui sont très stressants aussi. Tu sais, on parle des domaines financiers, tout ça. Est-ce que vous étiez dans un autre domaine qui était... Je suis dans le domaine administratif. Donc, je suis restée dans le même domaine. Par contre, je me respecte plus. Je respecte plus les horaires. Oui. Je prends plus de temps pour moi. L'heure du dîner, c'est mon heure de dîner. C'est pas celle de l'entreprise. Ouais. Et j'ai une entreprise pour laquelle je travaille, l'Institut pour lequel je travaille, qui évidemment comprend cette réalité-là et met de l'avant des politiques dans ce sens-là. Oui. Madame Dugas, qu'est-ce qu'on peut dire pour les prochaines années, les gens, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter, disons, au niveau de santé mentale pour que, est-ce que c'est plus de services, est-ce que c'est plus de compréhension, est-ce qu'il y a 2-3 idées qu'on pourrait lancer comme ça pour donner un peu d'espoir? Oui, je nous souhaite beaucoup plus de compréhension, moins de stigmatisation par rapport à la maladie mentale pour que les gens qui ont besoin d'aide se sentent à l'aise d'aller chercher l'aide dont elles ont besoin. Et je nous souhaite un réseau de santé qui va bien répondre aux besoins des personnes qui ont une problématique de santé mentale. Accessible et bien... Accessible et adapté aussi à la réalité des gens qui sont en problème de santé mentale. Oui, on peut inviter les gens, c'est des gens qui veulent en savoir plus sur justement cette action-là de l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et santé mentale. Ils peuvent avoir, je pense, accès au site web où vous avez les photos des représentants, donc vos présences, les 5 représentants en fait pour l'année, c'est ça? Oui, exactement. Sur le site, il y a toutes les photos, il y a les informations, tout ce qui est intéressant à savoir, on peut le trouver sur le site. Et on fait une recherche à ce moment sur Internet, Alliance canadienne, maladie mentale, santé mentale, on devrait tomber sur le site assez rapidement. Absolument. Merci beaucoup, Kathleen Dugas, et puis bonne continuité pour cette année de démystification, d'information. Ça va être une belle expérience. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres à Folie douce. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Je pourrais peut-être repartir et monter vers le nord, loin de tout ce que j'ai voulu fuir et qui me rattrape encore. Venu chercher une vérité qui est pas facile à croire, de moins en moins à ma portée, j'ai peur qu'il soit trop tard. Entre nous deux, tout est possible. Je suis amoureux d'une femme invisible. Entre nous deux, tout est possible. Je suis amoureux d'une femme invisible. Je pourrais rester une couple de mois et te rencontrer, serait déjà ça. Et voir où ça pourrait m'amener de me trouver dans tes bras, bien empli comme tête de lit où s'accroche à mes rêves. Y'a de la place pour les tiens aussi, j'ai fait le ménage hier.
Entre nous deux, tout est possible. Je suis amoureux de la femme invisible. Entre nous deux, tout est possible. Je suis amoureux d'une femme invisible. Peux pas dire que je t'ai pas cherché, c'est peut-être à toi de me trouver. Je suis pas bien loin, je suis juste ici à t'attendre depuis toute ma vie. Entre nous deux, tout est possible. Je suis amoureux de la femme invisible. Entre nous deux, tout est possible. Je suis amoureux d'une femme invisible. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Nous poursuivons maintenant au micro de Folie douce avec ton sujet, Pierre, le perfectionnisme. Tu as commencé un peu plus tôt dans l'émission et Ghislain Malo qui est en notre compagnie encore une fois. On a commencé la liste en fait des 14, c'est ça, 14 signes qui pourraient nous faire croire qu'on est perfectionniste. Oui. Je disais juste avant de terminer, tu sais, dans le fond, en radio, on pourrait souvent tomber dans ce piège-là. À un moment donné, il faut arrêter parce que on pourrait devenir trop perfectionniste. En fait, je dirais dans n'importe quelle profession, même ça peut être dans des hobbies, par exemple, les gens qui construisent des meubles, qui font quasiment n'importe quoi. Si t'es trop perfectionniste, ça peut sortir. Il faut l'être, Est-ce que le perfectionniste, c'est comme la face sombre de l'excellence? C'est beau être excellent, mais tu sais, quand tu veux trop être perfectionniste, c'est comme un peu le côté sombre. Tu peux le voir comme ça. Même les meilleurs créateurs, tout ça, ont été perfectionnistes, mais jusqu'à un certain point. À un moment donné, l'œuvre doit se terminer. J'ai déjà entendu quelqu'un dire que dans des ateliers de composition de musique, jamais les compositeurs vont être à 100% satisfaits de leur œuvre. C'est comme un cinéaste qui fait un film, va toujours dire j'aurais pu le faire comme ça, mais il est fait. C'est comme le doute, c'est inhérent à la création. Alors, je vais continuer avec d'autres signes que notre perfectionnisme va trop loin, selon le site Québec Huffington Post. Un huitième signe que notre perfectionnisme va trop loin, c'est que vous prenez tout personnellement. Comme ils prennent tout échec ou critique personnellement, les perfectionnistes ont tendance à être moins résistants que les autres. Plutôt que de se relever de leurs erreurs, le perfectionniste se laisse abattre, interprétant chaque faux pas comme une preuve de leur peur, de leur obsession continuelle, c'est-à-dire « je ne suis pas assez bien ». Neuvièmement, vous vous défendez avec vigueur quand on vous critique. Il est facile de reconnaître un perfectionniste dans une conversation par son empressement à se défendre dès la plus petite critique. Dans une volonté de préserver leur image, un perfectionniste fait de son mieux pour garder le contrôle et se défendre contre toute menace. Mais ça, c'est pas être susceptible? Oui, tu peux le voir, oui. Tu peux le voir comme ça demeure un signe, un des 14 signes dans la liste. Dixièmement, vous n'êtes jamais, comme on dit, arrivé au bout. La perfection est une poursuite de l'impossible. Les perfectionnistes ont tendance à avoir un sentiment perpétuel d'inaccomplissement. Christina Aguilera, la chanteuse, qui se décrit elle-même comme une perfectionniste, a déclaré à InStyle en 2010
qu'elle se focalisait sur toutes les choses qu'elle n'a pas encore accomplies, ce qui lui donne la motivation de constamment se surpasser. C'est comme ça pour beaucoup de grands artistes. Ça peut être un bon motivateur, justement, mais faut savoir limiter. Il y a danger, oui. Ouais. 11e, bon, là, on est à la radio. C'est marqué « L'image ci-dessous vous rend nerveux ». Alors, je vous décris l'image, c'est qu'on voit les mots « excellent »,« bon », médiocre et pauvre, selon un résultat, c'est une évaluation d'un travail à remettre. Et vous ne pouvez supporter que sur votre travail, ce soit coché comme étant médiocre. Ouais. C'est quelque chose d'inadmissible. 12e, vous prenez plaisir à voir les autres échouer, même si ça n'a rien à voir avec vous. La misère aime la compagnie et les perfectionnistes qui dépensent beaucoup de temps et d'énergie à penser à leur propre échec. Et ceux-ci peuvent ressentir du soulagement et même du plaisir à voir les soucis des autres. Le problème, c'est quand des parents veulent transformer ça à leurs enfants. Ils veulent transférer ça à leurs enfants. Oui. La perfection, c'est pas lui, mais c'est ses enfants. Ouais. Oui, des Il fois, y a un désir de réussite quand les adultes ont plus de dans le rêves. sens que les gens voudraient se projeter, ceux qui n'ont les pas enfants, fait, ils voudraient surtout dans le milieu de la musique classique, souvent, il y a des parents qui sont extrêmement durs pour leurs enfants. Très exigeants. Mais je serais porté à penser que c'est dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de domaines. Ouais. 13e, vous êtes secrètement nostalgique de vos années d'école. Certaines personnes ont détesté l'école, mais vous avez adoré parce qu'elle permettait de quantifier le succès. Vous aviez des devoirs, des notes, des références et un professeur dont le métier consistait à vous féliciter pour un travail bien fait. Et finalement, un 14e signe que vous êtes trop perfectionniste, c'est que vous avez une âme coupable. Sous tous les aspects vus plus haut, précédemment, les perfectionnistes sont souvent rongés par la culpabilité et la honte. Le perfectionnisme inadapté est largement lié à la dépression, à l'anxiété, à la honte et à la culpabilité. Son remède, essayez d'être authentique, laissez les autres vous voir tels que vous êtes et renoncez à votre bouclier afin d'exprimer votre vulnérabilité. Brené Brown, qui est une auteure américaine, dit « L'authenticité est une pratique et on choisit de la pratiquer chaque jour, parfois à chaque heure. » Alors, un peu de philosophie en terminant. D'être authentique, c'est la clé, en fait, mais c'est difficile d'y arriver. D'être authentique, là. Faudrait qu'on me donne la définition, parce que j'ai bien la misère à savoir. D'être toi-même, mais en même temps, d'essayer de réduire tes défauts, améliorer tes qualités, mais de demeurer toi-même. Parce que des fois, il y a des gens il y en a qui considèrent qu'ils sont authentiques. Moi, je ne trouve pas. D'autres, c'est selon nos yeux, l'authenticité. C'est élastique. Comme mais vous considérez-vous perfectionniste? On blaguait un peu tantôt. Moi, je le suis, tout en sachant que on ne peut jamais l'atteindre. Et je me reconnais de cet article-là parce que mon perfectionnisme va me pousser des fois à faire de bonnes choses, mais je vais toujours rester sur mon appétit. Je vais me mettre à déprimer parce que c'est jamais assez bon. Mais tu finis par lâcher prise pour dire, ben là, que tu fais le mieux que j'ai pu, c'est ça? Moi, oui. Ben, pour la création, ça, c'est sûr. Il y a toujours quelque chose où je suis insatisfait. Je cisèle, puis je recommence. Puis des fois, c'est un peu comme Romain Musique qui a fait L'homme sans qualité. Il était tellement perfectionniste qu'il l'a jamais fini, son livre. Merci. Moi aussi, je me connais un peu, mais comme on disait tantôt, il faut s'arrêter à un moment donné. Merci beaucoup pour un beau sujet. Encore une fois, Pierre, on continue la chanson avec Tu es de Éric Bélanger, une toune intéressante. Dans le rond, la virgule dans le délai, les lions dans les ballons, la paresse dans le chant. Tu es la déconfiture sur les tranches de ma vie, le trou dans la toiture qui laisse passer la pluie. Mais tout ça je m'en fous, tu es comme tu es, et pour moi tu es tout. Le parfait dans l'imparfait, tu es une maille dans ma veste, la faille de mon armure, le caillou dans ma chaussure qui m'irrite quand je fuis. Mais tout ça je m'en fous, tu es comme tu es, et pour moi tu es tout. Le parfait dans l'imparfait, tu es comme
fièvre sans la quinine. Mais tout ça, je m'en fous. Tu es comme tu es. Tu es tout. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. En compagnie de Ghislain Malo, on fait la nomenclature des chansons. Ghislain, avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce, on a écouté en début d'émission Une vieille taupe de Julien Sago. On a écouté Histoire d'antan de Blue. Dans la deuxième demi de l'émission, on a pu entendre Femme invisible de Clément Jacques. Et à l'instant, Tu es de Éric Bélanger. Bien, merci beaucoup pour votre choix musical. Merci. À Pierre et à toi. Merci. Merci pour ta participation au micro également. Merci Pierre Laporte à la mise en onde. Bienvenue. Merci pour les blocs Espresso et Espresso allongé. Oui, il a été question de perfectionnisme. Alors, un sujet encore une fois très intéressant. Ce qu'on est en passant. Bon, et c'est sans fausse modestie. Je remercie nos invités. On a eu l'occasion de parler avec Sébastien Auger, qui nous a parlé d'un groupe de soutien pour aider les intervenants en santé mentale. Et on a eu également Kathleen Dugas, porte-parole de la semaine de visage pour la santé mentale. Alors, tout ça dans le menu de cette semaine de Folie douce. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine Pierre. Bonne semaine Ghislain. À la prochaine, au revoir. Pop